Effondrement, point d'interrogation, est une partie de l'introduction du livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, à savoir un petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Effondrement ? Il ne s'agit pas de la fin du monde ni de l'apocalypse. Il ne s'agit pas non plus d'une simple crise dont on sort indemne, ni d'une catastrophe ponctuelle que l'on oublie après quelques mois, comme un tsunami ou une attaque terroriste. Un effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis, à un coût raisonnable, à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Il s'agit donc bien d'un processus à grande échelle, irréversible, comme la fin du monde, certes, sauf que ce n'est pas la fin. La suite s'annonce longue, et il faudra la vivre avec une certitude. Nous n'avons pas les moyens de savoir de quoi elle sera faite. Par contre, si nos besoins de base sont touchés, alors on imagine aisément que la situation pourrait devenir incommensurablement catastrophique. Mais jusqu'où ? Qui est concerné ? Les pays les plus pauvres ? La France, l'Europe ? L'ensemble des pays riches, le monde industrialisé, la civilisation occidentale, l'ensemble de l'humanité, ou même, comme certains scientifiques l'annoncent, la grande majorité des espèces vivantes? Il n'y a pas de réponse claire à ces questions, mais une chose est certaine, aucune de ces possibilités n'est à exclure. Les crises que nous subissons touchent toutes ces catégories. Par exemple, la fin du pétrole concerne l'ensemble du monde industrialisé, mais pas les petites sociétés paysannes traditionnelles oubliées de la mondialisation. Les changements climatiques, en revanche, menacent l'ensemble des humains ainsi qu'une bonne partie des espèces vivantes. Les publications scientifiques qui envisagent des évolutions catastrophiques globales et une probabilité croissante d'effondrement se font de plus en plus nombreuses et étayées. Les comptes rendus de l'Académie des sciences de Grande-Bretagne ont publié un article de Paul Jan Ehrlich à ce sujet en 2013, laissant peu de doute sur l'issue. Les conséquences des changements environnementaux planétaires que l'on estimait plausibles pour la seconde moitié du XXIe siècle se manifestent aujourd'hui très concrètement à la lumière de chiffres de plus en plus précis et accablants. Le climat s'emballe, la biodiversité s'effondre, la pollution s'immisce partout et devient persistante, l'économie risque un arrêt cardiaque à chaque instant, les tensions sociales et géopolitiques se multiplient, etc. Il n'est plus rare de voir des décideurs au plus haut niveau et des rapports officiels de grandes institutions, Banque mondiale, armée, GIEC, banque d'affaires, ONG, etc., évoquer la possibilité d'un effondrement ou de ce que le prince Charles appelle un acte de suicide à grande échelle. Plus largement, l'Anthropocène est le nom donné à cette nouvelle époque géologique qui caractérise notre présent. Nous, les humains, sommes sortis de l'Holocène, une époque d'une remarquable stabilité climatique qui a duré environ 12 000 ans et qui a permis l'émergence de l'agriculture et des civilisations. Depuis quelques années, depuis quelques décennies, les humains, en tout cas une bonne partie en nombre croissant, sont devenus capables de bouleverser les grands cycles biogéochimiques du système Terre, créant ainsi une nouvelle époque de changements profonds et imprévisibles. Cependant, ces constats et ces chiffres sont froids. En quoi cela touche-t-il notre quotidien ? Ne sentez-vous pas qu'il y a comme un énorme vide à combler, un trait d'union à faire entre ces grandes déclarations scientifiques rigoureuses et globales et la vie de tous les jours qui se perd dans les détails, le fouillis des imprévus et la chaleur des émotions ? C'est précisément ce vide que tente de combler ce livre, faire le lien entre l'Anthropocène et votre estomac. Pour cela, nous avons choisi la notion d'effondrement car elle permet de jouer sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire de traiter aussi bien des taux de déclin de biodiversité que des émotions liées aux catastrophes ou de discuter de risques de famine. C'est une notion qui touche aussi bien des imaginaires cinématographiques, très largement partagés. Qui ne visualise donc pas Mel Gibson dans le désert armé d'un fusil à pompe ? Que des rapports scientifiques confinés qui permettent d'aborder différentes temporalités, de l'urgence du quotidien au temps géologique, tout en naviguant à l'aise entre passé et futur, ou qui permet de faire le lien entre la crise sociale et économique grecque et la disparition massive des populations d'oiseaux et d'insectes en Chine ou en Europe. Bref, c'est elle qui rend vivante et tangible la notion d'Anthropocène. Pourtant, dans l'espace médiatique et intellectuel, la question de l'effondrement n'est pas abordée sérieusement.
Le fameux bug de l'an 2000, puis l'événement Maya du 21 décembre 2012 ont évincé la possibilité de toute argumentation sérieuse et factuelle. Évoquer un effondrement en public équivaut à analyser l'apocalypse, donc à se voir envoyé à la case bien délimitée des croyants et des irrationnels qui ont existé de tout temps. Point barre, sujet suivant. Ce processus de bannissement automatique, qui pour le coup apparaît vraiment irrationnel, a laissé le débat public dans un tel état de délabrement intellectuel qu'il n'est plus possible de s'exprimer que par deux postures caricaturales qui frisent souvent le ridicule. D'une part, on subit des discours apocalyptiques survivalistes ou pseudo-mayas, et d'autre part, on endure les dénégations progressistes des Luc Ferry, Claude Allègre et autres Pascal Bruckner. Les deux postures, toutes deux frénétiques et crispées autour d'un mythe, celui de l'apocalypse versus celui du progrès, se nourrissent mutuellement par un effet épouvantail et ont en commun la phobie du débat posé et respectueux, ce qui a pour effet de renforcer l'attitude du déni collectif décomplexé qui caractérise si bien notre époque.